Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Toujours un plaisir d'avoir la visite, même si c'est de façon virtuelle, de Nick Payne, qui est analyste politique, mais je dirais au-delà de ça, analyste sociologique. Bonjour Nick. Bonjour Sophie, le plaisir est pour moi. Oui, alors aujourd'hui, tu veux nous parler de morale et de propagande dans l'art. Ça existe encore, ça? Je pensais que c'était fini, que c'était juste sous les régimes communistes qu'on avait de l'art, de la propagande dans l'art, mais ça existe encore en 2023. Mon Dieu, que je suis naïve. Oui, tu joues pas du tout un rôle naïf pas ici. tout. Là. Non, ça me surprend pas de toi. Ouais. Non, en fait, écoute, je peux t'amener à prendre conscience de ça. Fais ma d'une façon très rééducation. simple. Oui, il y a un site qui s'appelle tout.tv. Il y a Netflix aussi. Ils sont excellents pour te mettre en contact avec cette réalité, la réalité de la propagande à travers l'art, de l'idéologie à travers l'art, de la morale aussi à travers l'art. C'est moi-même en regardant Avant le crash de Kim Lizotte et Éric Bruno. Donc, bien sûr, c'est sur tout.tv dans ce cas-là que j'ai eu envie de te parler de ça parce que là, on arrive à un sommet dans la discipline qui consiste à marteler des idées, une idéologie à travers une œuvre. Puis là, je veux pas planter la série. J'ai trouvé ça bon. Moi, je suis bon client pour les séries québécoises. Nos acteurs sont tellement bons là-dedans. T'as Émile Proucloutier, Mani Soleimanlou, Karine Vanasse aussi qui brillent parmi d'autres. Ils sont vraiment excellents. Néanmoins, c'est une série qui souffre à certains moments de cette volonté de passer un message qui devient excessive, qui devient trop forte à un certain moment. Alors, comme dans chaque argumentation, c'est important de donner des exemples concrets parce qu'il y a sûrement des petits lapins qui nous écoutent en ce moment qui sont en train de faire des crises de convulsions. Moi, j'ai regardé le premier épisode de Avant le crash. Je regarde toujours les premiers épisodes des nouvelles séries pour savoir en gros de quoi ça parle. Je n'ai pas suivi, j'ai pas donné suite. Ça me faisait beaucoup trop penser à une série américaine qui s'appelle Billions. Mais j'ai trouvé ça bon. Le premier épisode. Alors, il faut que tu m'expliques qu'est-ce qu'il y a qui est de la propagande ou disons, en quoi ce sont des pushers d'idéologie, non, Avant le crash? Oui, bien, disons d'abord que moi, je pense pas que les auteurs, les créateurs ont pas le droit. Ils peuvent décider d'être moraux, immoraux, amoraux, d'avoir une idéologie ou pas, ou de dire des choses, de nous amener à réfléchir ou de dire les choses plus directement. Tout est ce qu'il faut pas qu'il arrive, c'est que l'art doive être soumis à une idéologie ou à une forme ou une autre de censure. Ça, c'est un autre problème. Mais ensuite, quand on décide soi-même de le faire, il faut faire attention de ne pas traverser la ligne qui va faire en sorte que constamment, je suis assis devant ma télévision, je regarde l'histoire. Le but de l'auteur est de me faire croire, de me faire oublier que c'est une histoire, de me faire entrer dedans. Puis là, tout à coup, on me réveille avec des coups de seringue en me disant « Regarde ici, là, il y a une personne noire. » ou « Regarde ici, il y a quelqu'un au genre fluide. » Regarde, on fait du quota, on fait de la démonstration, on fait une sorte de réingénierie dans les modèles. Pas parce que ça sert l'histoire, juste pour faire du quota, pour nous montrer qu'on est du bon côté du progrès. Dans cette série-là, moi, j'ai vu, tu t'en souviens peut-être pas, parce que ça fait un moment peut-être que tu l'as regardé, mais dans le tout premier épisode, dans la première minute, ça fait pas 40 secondes que c'est commencé, que le personnage d'Émile Proucloutier, qui est une ordure absolue dans cette histoire-là, se moque d'un employé de bureau non-binaire ou fluide ou je ne sais quoi. C'est une mauvaise personne. Et bien voilà, le ton était donné, puis ça continue, mais ça va s'intensifier. J'avoue que ça s'intensifie au cours de la saison. Et dans la deuxième saison, on se casse un peu la gueule avec ça parce que là, on va trop loin. Alors, pour résumer, pour ceux qui n'auraient pas vu, on suit principalement là, une gang de gars. Ils sont 4, ils sont banquiers d'investissement. Ils assistent et ils aident, et ils font de la recherche et du travail pour conclure des transactions entre grandes entreprises. Alors, on voit tout de suite le potentiel là, de critique du capitalisme, du boys club, du patriarcat, tout ça. Et il y a des femmes aussi là-dedans. Et là, tout au long des 2 saisons, ce qu'on nous montre, c'est une gang de gars, mais ce sont des ordures. Ils sont pris
dans le patriarcat et dans la masculinité toxique. Ils sont pas capables d'avoir le moindre différend sans vouloir se battre, sans se taper dessus ou sans aller se péter la fiole à la taverne. Tandis que les femmes, de leur côté, avancent, trébuchent, se relèvent, font de leur mieux, sont pas parfaites, mais essentiellement, les erreurs qu'elles font sont dues aux hommes. C'est parce que elles ont appris à fonctionner dans l'univers patriarcal et du boys club. Alors, elles calquent ce que font les hommes et par conséquent, ça les abaisse. Elles sont moins bonnes, si tu veux, à cause du patriarcat. Et de la même façon que dans le cas du racisme systémique. Tu sais, le racisme systémique, on nous dit, non, c'est pas les individus qui sont racistes, c'est un système qui émane comme ça, d'un peu de nulle part, alors qu'il n'y a pas meilleure façon de traiter tout le monde de raciste que de dire qu'il y a du racisme systémique. Ben, c'est la même chose dans la série de Kim Lizotte et Éric Bruno. On nous dit, c'est pas les hommes qui sont méchants, c'est le patriarcat. Les hommes eux-mêmes en souffrent et sont tout croches et implosent et s'autodétruisent à cause de ces modèles trop lourds qu'on veut leur faire porter. Mais comme si le patriarcat venait de nulle part, lui aussi, tu comprends? C'est quand même, ça doit bien être le fait des hommes d'une façon ou d'une autre s'il y a une domination masculine. Alors, c'est ça le propos de la série. C'est ça. Mais donc, tu m'encourages, ça me donne extrêmement envie de regarder la deuxième saison. Mais c'est surtout assez surprenant parce que, tu sais, bon, si on compare la société québécoise à peu près toutes les sociétés occidentales, évidemment, parce que ça donne rien de le comparer à d'autres sociétés qui sont pas en Occident, parce que, mais disons que si ton maître étalon, c'est l'Occident, ben je pense que le Québec s'en tire extrêmement bien. Les hommes québécois sont parmi les plus ouverts, les plus progressistes, les plus équitables. Tu sais, je veux dire, c'est quand même, là. Donc, si les plus maganés, des fois aussi, hein. Là, sais que je commets un impair masculiniste, mais ils sont un petit peu poqués, les gars québécois, souvent. Puis là-dedans, on le rend assez bien. Puis tu me demandais des exemples. J'en ai d'autres dans la série. Ben, rapidement, parce qu'on a passé beaucoup de temps et là, ça s'approche de la fin. Donc, fais-moi ça en 5 secondes. L'homme qui est le duo, si tu veux, qui est le plus beau, le plus moderne dans le bureau, ben, c'est une woke et un racisé qui est joué par Manny Soleiman-Lou, qui est excellent. Mais lui, il comprend, lui. Lui, il est meilleur que les autres. Oui, c'est un homme rose. Racisé. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr, parce que tu peux pas mettre quelqu'un qui est... moi, j'utilise jamais le mot racisé, mais tu peux pas prendre quelqu'un qui fait partie d'une communauté ethnique et qui a des défauts, parce que là, ce serait faire de l'amalgame. Par contre, mettre un blanc puis faire un amalgame avec tous les blancs, ça, il y a aucun problème. Allez-y. Non, c'est scientifique. Merci beaucoup, Nick Payne. Ça a été un plaisir de te parler. Merci pour ton analyse et ça me donne envie, bien sûr, de continuer avant le crash. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à toi.